Bonjour et bienvenue dans la série Sciences et médias où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Dans les 3 précédentes vidéos, on a parlé longuement des sujets polémiques, mais on a fait ça de façon un peu théorique. Cette fois-ci, on le met en application avec le cas de Thomas Gervais qui nous raconte son expérience. Et au fil de son récit, vous verrez qu'il y a quelques conseils précieux à retenir que je ne manquerai pas de vous pointer du doigt. Une des expériences les plus stimulantes, mais aussi les plus difficiles que j'ai vécues en vulgarisation scientifique, c'est d'agir comme vulgarisateur dans le domaine des effets des ondes radiofréquences sur la santé. Et on sait que, bon, il y a beaucoup de littérature scientifique sur le sujet, mais il y a certaines études qui sont controversées, mais qui existent, qui pourraient démontrer que les ondes radiofréquences peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des gens. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils souffrent physiquement lorsqu'ils sont en présence d'ondes. Et comme vulgarisateur, il faut aider, dans un contexte comme ça, à prendre des décisions de société. Dans ce cas-ci, c'était est-ce qu'on rejette massivement la technologie de compteurs intelligents d'Hydro-Québec, sachant que ça va faire économiser 300 millions de dollars sur 20 ans à la société québécoise, ou si on l'accepte et dans quelle mesure. Et dans un contexte comme ça, je dirais que la qualité numéro 1 du vulgarisateur, c'est d'avoir de l'empathie. C'est de se mettre à la place des gens les plus vulnérables, les plus sensibles qui vont écouter ces propos et de se dire comment ces gens-là percevraient-ils mon propos. Donc, on est dans un contexte où il y a une certaine hostilité ou du moins une grande méfiance par rapport aux experts et on doit être très, très conscient de cette méfiance-là quand on s'exprime. C'est des tâches qui sont beaucoup plus difficiles que de simplement parler avec enthousiasme de sa recherche non controversée à l'université. Et dans ce contexte-là, il faut bien se préparer. Il existe des formations de communication aux médias qu'on peut prendre qui sont très, très utiles. On peut se renseigner avec des gens, demander à des experts qui ont déjà eu ce type d'expérience. Et je pense que c'est très vaste comme sujet, mais la base, c'est il faut prendre soin de notre auditoire. Et il faut, on est un petit peu un politicien dans ce temps-là, il faut passer un message sans créer un tollé inutile, mais sans banaliser certains faits importants aussi. Et c'est un art que d'arriver à faire ça. Ça peut être stressant. Donc, la première chose, c'est il faut, quand on se prépare à parler d'un sujet controversé, il faut se renseigner très, très bien sur la position adverse, je dirais. Ou si on n'a pas de parti pris, se renseigner sur les positions extrêmes. Okay? Je pourrais parler, par exemple, tout simplement de changement climatique. Et d'un côté, il y a des climato-sceptiques qui vont venir refuser carrément le propos et qui vont chercher chaque faille dans ce que je vais dire pour me réprouver, pour m'enlever ma crédibilité. Et d'un autre côté, j'ai aussi des gens qui croient que tous les climato-sceptiques sont des imbéciles, puis qui veulent absolument pas avoir de débat. Et donc, moi, je présente dans ce domaine-là, il faut que je sois conscient des positions extrêmes pour être capable de passer le bon message. Donc, prenons le temps de lire ce que les gens qui ne pensent pas comme nous écrivent. C'est un très bon moyen de se préparer à livrer des entrevues controversées. Pour parler de sujets controversés, à un certain moment dans ma carrière, j'ai suivi une formation de la part d'un organisme de spécialistes en relations médias, en fait, et qui me préparait une entrevue, une mock interview, là, une fausse entrevue de pratique, en fait. Et ils m'ont mis en boîte en 30 secondes la première fois que j'ai voulu parler de mon sujet. Sans vouloir rentrer dans les détails, les erreurs typiques que les gens font, c'est peut-être de s'excuser un peu trop vite s'il y a des aspects qui sont... Tu sais, des fois, on veut tellement être délicat qu'on va entrer avec un manque de confiance dans un débat. Je pense que ça nuit beaucoup. Une autre chose, c'est de ne jamais se définir ce qu'on n'est pas. En disant, par exemple, je ne suis pas ici pour vous dire que
que les ondes électromagnétiques ne sont pas dangereuses, mais telle chose. Je pense qu'il faut y aller vraiment avec des faits. Il faut éviter de se définir par le contraire. Ça, c'est un problème, un piège dans lequel on peut tomber. Puis finalement, la dernière chose, c'est quoi qu'il arrive, rester calme. Il y a certaines personnes dans des auditoires particulièrement hostiles qui peuvent vraiment nous rentrer sous la peau là, et qui venir nous chercher. Et il faut toujours se dire, on ne gagne jamais à exploser puis à se fâcher. Il faut écouter les points de vue de chacun, puis en discuter de manière rationnelle, puis... mais ce n'est pas des exercices faciles. À la suite de cette entrevue-là, où j'ai commis plusieurs erreurs, je suis arrivé en conférence de presse pour annoncer notre étude qui montrait que les niveaux d'ondes électromagnétiques dans les maisons étaient 1000 à 10 000 fois inférieurs aux normes canadiennes et qu'on n'avait trouvé aucune exception. Et je l'ai dit d'une façon très objective et ça a super bien passé. Et ça a été c'était une expérience très positive. Si je n'avais pas eu cette préparation d'abord, je serais tombé dans plusieurs pièges de communication. Donc, des fois, il faut aussi prendre des cours. Comme n'importe quoi, les communications avec les médias, ça s'enseigne. Puis, pour les chercheurs, allez-y, c'est des compétences transverses qui sont vraiment utiles puis intéressantes quand on a l'esprit ouvert. En voilà une belle conclusion avec laquelle je suis assez d'accord. On y gagne à se former à la communication avec les médias. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? Personnellement, j'en retire plusieurs éléments. Premièrement, il faut avoir de l'empathie. Si le public est méfiant ou pense autrement que nous, c'est rarement par bêtise, c'est parce qu'ils ont été abreuvés de fausses nouvelles. D'où l'intérêt, deuxième point, de connaître l'argumentaire du parti adverse. C'est plus facile de rétablir une vérité quand on a conscience de ce que les gens croient. Troisièmement, ne pas hésiter à suivre des formations spécifiques. Et enfin, travailler son message correctement. On y revient toujours, je le répéterai jamais assez. Cette vidéo clôt le thème des sujets polémiques de cette série Sciences et Médias, mais dans quelques jours, on attaque un nouveau grand thème, celui de la communication scientifique sur les réseaux sociaux. Et là, c'est encore tout un autre monde qui s'ouvre à nous. Alors, on se revoit la prochaine fois. Bye! On arrive bientôt à la fin de cette série de vidéos et on aimerait savoir ce que vous en avez pensé. On a un sondage dans la description, si vous pouviez prendre quelques instants pour le remplir, ça nous serait très utile. Merci beaucoup.